Depuis un mois, on ne parle que de cela en Belgique. La taxe sur les plus-values. Et la presse s'en donne à cœur joie. La taxation des plus-values fait déjà débat. Le mauvais signal de la taxe sur les plus-values. Taxe sur les plus-values, un casse-tête monumental. Bref, je vais essayer de te résumer tout ça dans cette vidéo. Attention, ce que je dis pourrait encore changer dans les semaines et les mois à venir tant que le texte final n'est pas voté. Alors, depuis 1962, la Belgique a choisi de ne pas taxer les plus-values sur actions ou fonds d'action. Et la Belgique était un petit peu en ovni sur le sujet, puisqu'il y a une taxe sur les plus-values dans beaucoup de pays voisins, comme par exemple la France avec la flat tax de 30%, en Allemagne où les plus-values sur actions sont taxées, mais également au Luxembourg si on détient moins de 6 mois une action. Alors pourquoi la Belgique pendant très longtemps a pris la décision de ne pas taxer les plus-values sur actions? Simplement parce que les revenus du travail sont rapidement à un impôt marginal de 50% et les dividendes sont également taxés à hauteur de près de 50% si on tient compte de l'impôt des sociétés et ensuite du précompte mobilier de 30%. Par contre, c'est important de comprendre qu'il existe une taxe Renders, une taxe sur la plus-value obligataire qui s'applique pour les SICAV obligataires, les ETF obligataires, les FCP obligataires, mais également tout fonds d'investissement qui détient au minimum 10% d'obligations ou de liquidités. Attention, la taxe Renders ne s'applique pas aux obligations individuelles. Et donc, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de taxe sur les plus-values en Belgique. Et puis, le 1er janvier 2016, il y a eu l'introduction d'une taxe sur la spéculation à hauteur de 33% qui pénalisait les investisseurs qui faisaient des plus-values en moins de 6 mois. Cette taxe de spéculation a été supprimée le 1er janvier 2017 et elle a été arrêtée à cause de son coût et du fiasco administratif que cela engendrait. Et puis, il y a eu à nouveau ce sujet sur la taxe sur les plus-values et actions mis sur la table en été 2024 lors des négociations pour essayer de trouver un accord de gouvernement et finalement, il est devenu clair à la fin de l'été que les plus-values réalisées sur les actions seraient taxées puisque probablement le gouvernement actuel n'aurait jamais vu le jour sans taxe sur les plus-values. Alors c'est vraiment important de se rendre compte que ce que je vais dire pourrait changer dans les semaines ou les mois à venir en fonction du texte final qui sera voté. Mais le taux de base sur les plus-values actions serait de 10%, ainsi que sur les cryptos actifs. Mais ce taux de base-là pourrait varier en fonction de participation importante. Si tu détiens par exemple 20% d'une action cotée en bourse ou si tu détiens 20% d'une société qui n'est pas cotée en bourse et que tu es en entrepreneur, à ce moment-là, jusqu'à 1 million d'euros, ta plus-value pourrait être exonérée. Une plus-value dont le montant serait entre 1 et 5 millions d'euros serait taxée à hauteur de 2,5%. Une plus-value dont le montant serait situé entre 5 et 10 millions d'euros serait taxée à hauteur de 5%. Et à partir de 10 millions d'euros de plus-value, la plus-value sera taxée à hauteur de 10%. Mais ces 4 seuils que je viens de donner, c'est uniquement si tu détiens des participations importantes. On parle maintenant d'un minimum 20% de détention d'une action, par exemple, qui soit cotée en bourse ou non cotée en bourse. Alors, est-ce qu'il existe des exonérations à cette taxe sur les plus-values à actions? Oui, on parle de 3 exonérations possibles. Première exonération, l'exonération des plus-values historiques. Donc, avant l'entrée en vigueur de la taxe, qui apparaîtrait début janvier 2026 d'après différentes sources, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les plus-values latentes ne seraient pas taxées. Pas du tout. Donc, si tu vends quelque chose, par exemple, en janvier 2028, on va comparer ça avec ton prix d'achat en janvier 2026, si c'est le 1er janvier 2026 que cette taxe sur les plus-values vient à être introduite, mais on tient pas compte des plus-values latentes historiques. Deuxième chose importante, c'est une exonération de base de 10 000 euros par an pour les plus petits investisseurs comme toi et moi. Et ce montant de 10 000 euros par an tient compte des plus-values et des moins-values. Parce que pour le calcul de la taxe, on va partir des plus-values qui ont été réalisées, c'est-à-dire qu'il y a eu un achat et puis une vente qui a engendré une plus-value. Et à cela, on peut déduire les moins-values réalisées, puisque les moins-values réalisées sont déductibles fiscalement parlant. Troisième exonération possible, certaines personnes affirment qu'après 10 ans, le taux de base ne serait plus de 10%, mais plutôt de 5%. Là encore, il y a des éléments de désaccord de ce que je vois dans la presse, mais cette exonération serait potentiellement possible. Alors, quels sont les titres concernés? On parle des actions, des fonds d'actions, des ETF d'actions, les participations dans des fonds de private equity ou encore des participations dans des petites et des moyennes entreprises. Une vraie question, c'est quid des fonds multi-actifs, donc des fonds d'investissement qui détiennent des actions mais aussi des obligations, comme par exemple ce qu'on peut retrouver à
à l'intérieur d'assurance vie ou encore des plans d'épargne pension vont-ils être taxés à hauteur de 30% pour les plus-values obligataires et 10% pour les plus-values actions? Il y a quelque chose à ce niveau-là qui n'est pas du tout clair actuellement. Avant que je te présente la méthode de calcul, et c'est là que ça va se compliquer, pense à t'abonner à cette chaîne, à cliquer en bas à droite pour activer les notifications. Ça m'aide vraiment à essayer de réaliser mon rêve qui est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Un immense merci pour ton soutien. Alors maintenant, on va parler de la méthode de calcul et c'est là que ça va se compliquer parce qu'on n'a aucune information à ce niveau-là. Je vais prendre 2 exemples concrets. Imagine que j'investisse 1000 € par mois dans un ETF pendant 12 mois. La valeur après 12 mois, j'ai investi 12 000 € au total et la valeur de cet investissement est de 15 000 €. Si je revends l'entièreté de l'ETF, c'est super simple parce que j'ai 3 000 € donc de plus-value et donc 10% de taxes sur la plus-value, ça fait 300 € et donc j'ai plus que 2700 € net. Mais quid si je ne vends que la moitié? Si je vends par exemple pour 7500 €, est-ce que c'est uniquement l'argent qui provient de mes apports mensuels pour 7500 €? Est-ce que les 3000 € de plus-value font partie entièrement ou partiellement de ces 7500 €? Comment calculer finalement la plus-value dans cet exemple-là? Pas si facile que ça. Je vais prendre un autre exemple maintenant où j'achète un ETF qui coûte 50 € au mois de janvier par exemple 2026. Je rachète ce même ETF en février 2026 pour 60 € et en mars 2026 pour 70 €. À chaque fois, j'achète une part d'un ETF. Et puis, je décide au mois d'avril 2026 de revendre une part d'ETF à 65 € puisque la part de cet ETF-là coûte 65 €. Comment on va se calculer la plus-value? Il y a 3 possibilités en fait. Il y a la méthode FIFO, First In, First Out. Donc, je revends à 65 € quelque chose que j'ai acheté en premier à 50 €. J'ai donc une plus-value taxable de 15 €. J'utilise deuxième méthode, la méthode LIFO, Last In, First Out. Donc, le dernier rentrant, premier sorti. Donc, je revends quelque chose à 65 € que j'ai acheté en dernier à 70 €. Pas de plus-value taxable à ce moment-là. Ou alors, un prix moyen pondéré, c'est la troisième option de calcul, où mon prix d'achat moyen pondéré est de 60 €. Donc 50 € plus 60 € plus 70 € divisé par 3, ça fait 60 €. Je revends ça à 65 €. J'ai donc une plus-value taxable de 5 €. Donc dans ce deuxième exemple, on voit clairement que en fonction de la méthodologie de calcul, ça pourrait influencer justement le montant de la taxe sur la plus-value à payer. Point également important sur la méthodologie, c'est pour les sociétés non cotées en bourse. Si par exemple, tu investis 5 000, 10 000, 20 000 € dans une boulangerie ou dans un commerce du coin, comment on va faire pour valoriser la société? Est-ce que tous les entrepreneurs doivent faire une valorisation de leur société au 1er janvier 2026, date potentielle d'introduction de cette taxe sur la plus-value? Ça, c'est vraiment un point très important à avoir en tête et ça pourrait être un cauchemar administratif pour les entrepreneurs qui gèrent justement des sociétés non cotées en bourse ou même pour les investisseurs, les business angels qui investissent dans des sociétés mais qui ne sont pas cotées en bourse. Alors, c'est super de mettre en place une taxe, mais comment elle va être perçue? Si ta banque est belge, elle va devoir s'occuper d'implémenter les calculs informatiques dans ses systèmes. Elle va devoir être capable en fait de fournir un relevé détaillé de tes achats et de tes ventes pour t'aider à faire tes calculs. Et d'après les informations que j'ai reçues, chaque contribuable, donc toi et moi, on va devoir déclarer nos plus-values dans notre déclaration fiscale et la banque belge ne le ferait pas à la place des clients. Si par contre ta banque, ton courtier est à l'étranger, alors il va falloir s'assurer que ta banque à l'étranger puisse faire le calcul ou alors reprendre tous tes relevés et faire tes calculs toi-même manuellement. Un vrai casse-tête. Alors t'inquiète pas pour Trade Republic avec qui j'ai une collaboration commerciale. Je suis en contact avec l'équipe taxe sur ce sujet et je mets gentiment la pression pour justement pouvoir fournir un relevé précis pour t'aider justement à calculer tes plus-values futures. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de taxer les plus-values? Certaines personnes diront oui, d'autres personnes diront non. Pour moi, c'est pas une bonne idée pour 4 raisons importantes. Première raison, c'est que les bénéfices des sociétés sont déjà bien taxés à l'impôt des sociétés ainsi que lorsqu'on verse des dividendes via le précompte mobilier de 30%. Deuxième point important, cela risque de décourager des personnes qui investissent dans des actions, des ETF d'actions
pour se constituer une retraite par exemple, et même dans des actions d'entreprises non cotées comme le boulanger du coin ou le commerce du coin. Troisième point, pour moi ça va décourager des investisseurs potentiels qui voulaient investir mais qui vont pas le faire à cause des contraintes administratives que cela engendre. Quatrième point important, c'est que dans un contexte de mondialisation, des taxes élevées sur les plus-values peuvent pousser des investisseurs à déplacer leur capital vers des pays où la fiscalité est plus favorable, et à côté de la Belgique, il y a quoi? Il y a le Luxembourg. Cependant, ce n'est pas une taxe de 10% sur les plus-values actions qui va changer ma philosophie d'investissement. Je vais continuer à investir tous les mois. Je ne vais pas faire de trading. Je vais continuer à investir à très long terme pour minimum 10 ans, voire même plusieurs décennies. Et si j'ai besoin d'argent dans les 5 prochaines années, à ce moment-là, je vais sécuriser mon cash en 2025 pour pouvoir réaliser justement un projet dans les 5 prochaines années si j'ai un projet à réaliser qui nécessite de l'argent supplémentaire. Et pourquoi sécuriser en 2025? Pour éviter de payer une taxe potentielle sur la plus-value. Alors, est-ce que c'est possible d'éviter la taxe? Je vois 3 moyens potentiels de contourner cette taxe, tout ou en partie. Premier moyen, c'est d'investir à très long terme, plus de 10 ans, pour bénéficier d'une exonération puisque le taux de base ne serait pas de 10% mais de 5% à plus de 10 ans. Ensuite, quid si on transmet une partie ou la totalité de son portefeuille à ses enfants, plutôt que d'acter des ventes et de donner du cash? Peut-être qu'il est plus intéressant de transmettre des portefeuilles complets à ses enfants. Tout ça, bien entendu, doit être validé avec un avocat fiscaliste et on y verra probablement plus clair dans les mois futurs. Et ensuite, un point important, c'est qu'imaginons que j'investisse pour 50 000 euros dans un ETF qui suit le S&P 500 et à la fin de l'année, il est à 59 000 euros. Et peut-être ce que je peux faire, c'est vendre l'entièreté de cet ETF-là. Je dois prendre en compte, bien entendu, la taxe sur les opérations de bourse et les frais de courtage. Et directement après, je rachète peut-être un autre ETF, non pas un iShares Core S&P 500, mais un Vanguard S&P 500. Donc, un ETF qui suit le même indice sous-jacent. Attention, bien entendu, il pourrait y avoir un abus fiscal considéré par le fisc. Tout ça n'est pas encore clair, mais ça fait partie d'une piste pour justement réduire la facture fiscale à la fin. De mon côté, je vais continuer à investir tous les mois via Trade Republic avec qui j'ai une collaboration commerciale. Je vais clairement mettre la pression à Trade Republic pour que Trade Republic puisse fournir un rapport clair des plus-values réalisées et des moins-values réalisées pour justement t'aider à remplir tes futures obligations fiscales. On y verra d'ailleurs plus clair dans le futur. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Il est probable que dans les prochaines semaines ou prochains mois, je fasse une petite vidéo d'update en fonction des informations qui seront mises à notre disposition. Si tu as la moindre question, le moindre commentaire, tu peux le mettre en dessous de cette vidéo. Tu peux également liker la vidéo, la partager à tes collègues, tes amis, les membres de ta famille. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.